Alors tout d'abord, nous tenons à remercier Camille et Edwige pour l'organisation, pour toute l'organisation de ce foisonnant colloque. Et puis merci beaucoup d'avoir sélectionné ce projet, qui est un projet qui vient de débuter, dont nous allons vous présenter la démarche et les questionnements. Donc c'est un travail que je développe avec Nicolas Méger, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais qui reste connecté. Alors, lorsqu'on a décidé de travailler ensemble en recherche-création, Nicolas et moi étions dès le début intéressés d'entraîner une IA à produire des paysages interrogeant nos perceptions sensorielles humaines, en se focalisant sur la manière de les générer, mettant en valeur la spécificité d'espaces d'entre-deux. Alors, le titre de l'œuvre est Chromatopsie Forest. Le choix de la forêt comme terrain correspond à l'actualité de cette période d'une terre en souffrance, mais aussi dans la suite du travail de Kohn, l'idée d'un lieu sacré, mystérieux, qui détiendrait une puissance primitive, énergétique. Ce qui nous intéresse, c'est que la canopée est déjà en soi un espace d'entre-deux, hein, entre ciel et terre, une découpe parfaite de la coopération entre les arbres, un vide, un plein qui serait dessiné égalitaire pour se répartir justement les forces et la lumière. Et puis l'idée n'est pas de reproduire une forêt ou des arbres d'une forêt, mais des relations de forme et de teinte qui seraient révélatrices d'espaces différents, comme on peut le voir dans le clip de The Cure, The Forest, hein, où l'utilisation d'un synthétiseur permet justement une sorte de révélation vibratoire comme ça de l'image. Et nous souhaitons rendre visible cela par nos interventions au sein même de l'espace latent de l'IA, et puis aussi par ce qui va alimenter l'IA. Puis le titre a été choisi justement parce que la chromatopsie est un trouble de la vision qui affecte les couleurs, ou en tout cas la manière de percevoir les couleurs dans son environnement. Et ce qui nous intéresse, c'est que la pathologie, évidemment, sera portée par la machine comme un bug qui permettrait de révéler non pas un dysfonctionnement, mais bien des invisibles, ou en tout cas des espaces particuliers. Et c'est par la couleur, c'est par le travail de la couleur que nous décidons de démarrer. Le point de départ de cette œuvre, c'est le fait d'abord de partir de nos travaux respectifs. Ça fait seulement 6 mois qu'on travaille ensemble, parce que finalement on s'intéresse tous les deux à rendre visibles des phénomènes sensibles et en mouvement, mais chacun à son endroit. Alors Nicolas, qui est professeur des universités en informatique, a travaillé à partir d'images satellites sur la programmation et l'entraînement d'IA pour donner à voir des phénomènes impactant l'environnement dans un paysage précis, l'érosion du Nil par exemple, le déplacement d'un glacier, mais il élabore une échelle de couleurs pour mettre en valeur la temporalité des phénomènes qui sont observés dans les images qui sont travaillées par les IA. Donc par exemple là, sur les images que vous avez, on va dire, parce que je ne connais pas l'échelle, mais on va dire que le violet c'est très ancien et le vert ce serait des phénomènes qui seraient très récents. Vous avez une mine de nickel en Nouvelle-Calédonie d'un côté et puis le mont Etna de l'autre côté. Personnellement, j'ai travaillé sur la valorisation de patrimoine, architecturaux et naturels, en réalité virtuelle. Et ce qui m'intéressait, c'était de rendre visibles les caractéristiques vibratoires des lieux. Ce qui m'intéresse, ce sont les zones sensibles de froid et chaud des lieux, et j'ai travaillé en particulier avec cette notion thermique de la couleur. Alors, concernant le processus, on a décidé deux choses. D'abord de filmer avec une caméra 360 et de passer les films en thermique pour aborder le rôle de la couleur en tant que sensation lumineuse et puis en tant que productrice d'espaces particuliers. L'idée c'est de décoller de cette vision un peu perspectiviste et hyper réaliste imposée actuellement par la VR et les IA. Alors les vidéos sont tournées à différentes luminosités météorologiques. J'utilise une PixPro de Kodak, non pas que je sois sponsorisée par cette marque, mais parce que cette
caméra est constituée de 2 demi-sphères qui englobent et qui captent tout type de lumière, même les reflets qu'on peut voir là sur l'extrait, qui viennent de la lentille elle-même. Donc pour l'instant, nous testons diverses manières de filmer, en contre-plongée, en image fixe, en mouvement, en déplacement, et on essaye de partir directement des images thermiques pour l'apprentissage de l'IA. Alors on va vous présenter, comme vous pouvez le voir sur l'image, uniquement les films qui ont été faits en contre-plongée pour voir la canopée. Donc vous voyez d'un côté la vidéo originale et puis de l'autre côté des screenshots qui sont issus de la même vidéo d'ailleurs, et c'est intéressant sur le jeu des couleurs, les screenshots qui sont passés au thermique. Puis la deuxième chose dans notre processus qui était important, c'était d'entraîner une IA de manière artisanale à reproduire ces images. Donc on va alimenter une IA basique avec un jeu de données d'images de canopée thermique pour qu'elle apprenne à les reproduire grossièrement. Une fois cet apprentissage effectué, Nicolas va parcourir l'espace latent de l'IA et générer des images qui peuvent correspondre à des images qui sont déjà vues ou à des images qui sont de potentiels paysages. Donc le réseau a appris à regarder les images, à les projeter et à les reconstruire. Donc nous parcourons l'espace latent qui résulte de son apprentissage. L'apprentissage, c'est ce que vous voyez ici encodé, décodé. Et dessous, vous avez une modélisation en 3 dimensions de l'espace latent de manière schématique. Ainsi, nous projetons toutes les images du jeu d'apprentissage. Ici, ça correspond aux points bleus et aux points rouges, qui sont des points position dans l'espace latent. Et nous naviguons entre ces positions parce que ce sont des images qui sont potentielles, c'est-à-dire qui n'ont jamais été vues par l'IA. Donc nous intervenons dans l'espace latent de l'IA sur les entre-images de son apprentissage. Et l'entre-image, c'est un concept qui est né de l'art vidéo. Il a été étudié par Raymond Bellour et Anne-Marie Duguay en particulier. Donc c'est un passage où le temps et l'espace ont des origines différentes et où tout peut s'en mêler sans distinction. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entre-image de la vidéo ou de l'art vidéo va migrer en espace d'entre-deux plutôt en flux, qui sont étudiés par Françoise Parfait et Christine Bussy-Glucksmann, dans les dispositifs interactifs. Et à ce moment-là, ils vont ouvrir des spatialités qui sont beaucoup plus complexes. Donc il se crée ce que je nomme et que j'étudie comme un entre-corps-machine, dont l'enjeu principal pour les artistes digitaux est la perturbation et la mise à nu du fonctionnement d'un dispositif machinique. Alors, cet entre-corps machine est phénoménologique parce qu'il n'apparaît qu'au moment de l'expérience et il est flottant parce qu'il n'est pas localisable ni territorialisable. Alors, je vous ai mis 2 exemples sur l'image, donc je n'ai pas le temps de m'étendre, mais l'entre-corps machine, c'est un espace intermédiaire de décalage. Il est intrinsèquement lié et produit entre le corps et les machines. Et il est particulier parce qu'il appartient autant à l'espace d'exposition, à ceux de la spectatrice, aux machines, à l'écriture programmatique, au son et à tous les autres éléments qui vont constituer l'œuvre interactive. Donc, dans notre Chromatopsie Forest, nous tentons d'expérimenter 2 points essentiels de l'entre-corps machine avec l'IA. D'une part, la construction autoréférencée d'une mémoire, qu'on dit non discriminante, et d'autre part, la construction des modèles d'apprentissage. Donc l'espace latent d'une IA générative est un lieu flottant dans lequel chaque image du jeu d'apprentissage est positionnée, donc vous pouvez le voir en bas à droite, par une fonction de projection qui a été apprise par des neurones artificiels. Et c'est une fonction de reconstruction, elle aussi apprise par des neurones artificiels, qui va permettre, à partir d'une position dans l'espace latent, de générer ou de produire une image la plus réaliste possible. Si la position correspond à une image appartenant au jeu d'apprentissage, alors l'IA générera une image pratiquement similaire à celle-ci. C'est ce que vous pouvez voir dans le carré où elle apprend, elle passe du 3 au chiffre 3 au chiffre 8. En revanche, si la position choisie ne correspond à aucune image du jeu d'apprentissage, donc comme vous pouvez voir en haut à gauche, alors l'IA générera une image qui n'a jamais été vue et qui pourtant
pourra paraître réaliste. Donc lorsque l'IA génère une image à partir de l'espace latent, celle-ci est incapable d'indiquer si l'image générée correspond à une image qu'elle a déjà vue ou pas. C'est pour ça qu'on dit que la mémoire de l'espace latent est une mémoire opérative qui est non discriminante. Or, cet espace latent n'a pas de référent conceptuel. L'IA produit des données qui sont censées être produites par des formes pensantes, entre guillemets. On les appelle d'ailleurs des machines intelligentes. Pourtant, ce n'est pas la structuration d'une pensée humaine à partir d'un corps vivant, c'est-à-dire nos perceptions sensibles et sensorielles, qui va produire de la donnée. Mais c'est un modèle unique, auto-référencé. Seuls les neurones de projection et de reconstruction, comme vous pouvez le voir dans les deux exemples, peuvent être considérés comme une mémoire. Donc c'est une mémoire qui est donc une mémoire opérative, comme on vient de le voir. Alors Grégory Chatonsky explique très justement que la mémoire, avec l'espace latent de l'IA, je cite, après son industrialisation, sa numérisation et son indexation, a été mise en statistique vectorielle pour y reconnaître et pour générer des motifs. Donc ce paradigme va révolutionner parce qu'il transforme la mémoire envisagée comme une empreinte depuis tous les temps en données virtuelles autogénérées et automatisées. Il dit donc par la suite que ce n'est plus l'inscription de la mémoire qui est automatisée, mais c'est l'idée même de ressemblance ou de mimésis qui s'autonomise et s'automatise. Inextricablement, c'est ici, c'est ce qu'il continue d'écrire, il y a là un tournant que nous avons encore du mal à concevoir. Donc là, vous pouvez voir le deuxième test que nous avons fait. Il y a un progrès quand même dans les premiers tests qui sont faits dans l'apprentissage de l'IA. Alors nous avons vu plusieurs, que je n'ai pas commenté, des images d'artistes qui utilisent l'IA et effectivement ils interviennent dans l'espace latent de l'IA parce qu'à cet endroit se trouvent des images qui sont potentiellement nouvelles, qui n'ont jamais été vues, donc ça c'est la première chose. Et puis c'est ce que dit le duo Entangle-Others, c'est-à-dire que plus nous sommes capables de dévoiler l'enchevêtrement inné de tout ce qui nous entoure, moins une image de ce qui est plus qu'humain a une réelle pertinence ou précision dans sa représentation. On voit bien que c'est bien ces entre-deux, ces entre-espaces qui génèrent quelque chose de fascinant dans le fait de voir fonctionner l'IA dans son travail, de tâtonner comme ça. Et c'est bien ces entre-deux flous, zébrés, indécis qui nous intéressent. Et ces points qui sont enchevêtrés dans l'espace latent deviennent une aide à la visualisation expérimentale pour dévoiler, c'est ce que continue à écrire Entangle-Others, dévoiler comment les espaces numériques et les formes de vie artificielle sont une partie qui est également enchevêtrée des mêmes écosystèmes plus qu'humains qui nous entourent. C'est le même propos que Amelia Winger-Birskin ou l'artiste Andy Thomas dans son travail sur la bioluminescence. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse, le point commun de tout ce qui nous intéresse ici, c'est que l'IA va proposer une infinité de possibles qu'il est temps d'envisager dans nos hybridations avec des systèmes machiniques ou en tout cas des systèmes plus généraux qu'on appelle plus qu'humains. Alors dans Chromatopsie Forest, l'entre-image devient un entre-espace révélateur d'un processus machinique que nous essayons de travailler grâce aux couleurs et à la lumière, qui sont les matériaux principaux des technologies, traduites par le pixel, et des peintres. Ici, on vous montre différents exemples de tests qu'on a fait d'un côté, et puis à gauche, vous avez des extraits de mon œuvre précédente avec une autre gamme, un autre jeu de couleurs. Alors la couleur nous intéresse pour ses effets kinesthésiques vibratoires, c'est-à-dire sa capacité de spatialisation, sa capacité d'ouverture sensorielle, c'est quand même une onde qui émet une fréquence, et non pas pour une attache qui serait symbolique, psychologique ou culturelle,
c'est pas ce rôle-là de la couleur qui nous intéresse. Merleau-Ponty écrit que le monde est un organisme de couleurs. Du coup, on s'est posé la question comment on peut reproduire ce modèle d'organisme vivant avec une IA, et puis de quel modèle on parle. Alors la plupart du temps, ou en tout cas beaucoup aujourd'hui, c'est surtout des prompts qui sont utilisés. Comme on a fait un test rapide, vous pouvez le voir en haut à gauche. Et très souvent, les utilisateurs et utilisatrices d'IA ne produisent pas de modèles dans leur conception d'IA générative qui vont interroger justement la question du modèle. C'est ce que pose comme question Philippe Boinard, où il dit « En amenant une IA à produire un modèle, il s'agit de rompre avec la perception humaine et d'interroger comment l'IA perçoit des possibilités statistiques dans des données hétérogènes. » Parce que finalement, les IA n'ont pas expérimenté un monde par un corps humain, sensible. Les IA imaginent un monde, je ne sais même pas si le terme imaginer est juste, ou calculent un monde à partir des images que nous produisons du monde. Donc, elles n'ont plus pour référence, effectivement, comme le dit Lafargue, Jean-Noël Lafargue, notre perception du réel. Je dirais, elles n'ont pas notre expérience du réel en référence. Donc l'idée pour nous ici, c'était de créer des modèles pour l'IA qui nous permettent d'expérimenter sensiblement des possibles d'être au monde et de les visualiser concrètement, parce que ce qui nous intéresse, c'est de réapprendre à les utiliser corporellement. D'où l'idée, comme vous pouvez le voir ici, l'exemple de l'IA que vous avez à progresser par rapport à tout à l'heure. L'idée, c'est de réapprendre à utiliser des sens ou des relations au monde dont on nous a beaucoup éloignés en nous facilitant ou en mettant des machines de plus en plus perfectionnées entre nous et le monde. Et on en arrive aujourd'hui avec les IA à des machines à penser, P-E-N-S-E-R, entre guillemets. Donc avec Nicolas, notre recherche s'intéresse au fait que l'IA propose des possibles non prévisibles, générant des espaces d'entre-deux qui, selon la manière dont on les construit, peut produire des effets qui sont plus proches de vibrations plutôt qu'une image très réaliste de la forêt. Donc ici, on vous a mis un jeu de la vidéo de départ, son passage dans le thermique, et puis ensuite des instants T de l'apprentissage de l'IA. Alors c'est pour ça qu'on travaille spécifiquement sur des données d'entrée du modèle que l'on va construire nous-mêmes en se départissant de la volonté de générer des images réalistes. Nous avons très vite constaté que la conception d'un modèle d'IA générative ne peut se penser que depuis une autre machine. Et c'est sur ce point que notre recherche-création se focalise actuellement. Nous essayons un machine-to-machine, c'est-à-dire de passer par une première machine, la caméra 360 et le thermique, pour interroger l'IA générative. Il ne s'agit plus de donner à l'IA des images du monde, mais des images spécifiques, inexistantes au départ, parce qu'elles émergent ou elles sont la traduction d'un vécu corps-machine. D'où une perte de la représentation, mais on gagne en sensibilité. Donc en référence au travail de Justine et Marc que j'ai mis ici, on a dû d'abord trouver la machine qui permettait au mieux de traduire cette expérience kinesthésique de la forêt, dans la forêt, en expérience visuelle et sonore. Parce qu'effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas encore travaillé le son. Donc c'est justement parce qu'une caméra 360 a enregistré en temps réel un taux de lumière particulier que le thermique permet de rendre visibles toutes ces variations colorées et que l'action de la couleur s'informe en termes de rayonnement, je reprends Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception. Et comme vous pouvez le voir sur les deux vidéos passées au thermique, évidemment avec le déplacement et les jeux de caméra,
et de la lentille, hein, la couleur change même pour à l'intérieur d'une même séquence. Alors les oscillations des couleurs révèlent ce rayonnement, les palpitations, c'est une sorte de sensation vibratoire, et vont installer justement l'entre-deux qui nous intéresse, parce que l'entre-deux a besoin du mouvement pour se rendre visible et des couleurs. Donc c'est justement ce qui nous intéresse chez Claude Monet, où dans la série des Nymphéas, il va initier, et je reprends une citation du très beau livre de Clélia No qui s'appelle La machine aquarium. Elle dit « Monet initie une profondeur paradoxale. Elle est plate, tramée à même le plan, intensive, ductile, mesurable en termes de dilatation, de rayonnement, d'ouverture lumineuse du champ. » Évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement, nous, c'est que Monet ne peint pas ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir, il peint ce qu'il vit face au motif, hein, et il y a beaucoup d'exemples dans sa vie où il a construit un dispositif spécifique justement pour pouvoir peindre exactement ce qu'il est ou ce qu'il veut vivre ou ce qu'il est en train de vivre dans le motif, hein, jusqu'à aller dans une barque au milieu de l'eau. Alors pour conclure, l'impact de la lumière est visible ici, hein, vous voyez les derniers tests qu'on a fait avec l'IA. Les variations obtenues montrent leur importance sensible sur le vivant. Donc l'entrecorps-machine rend visibles les liens sensibles et le corps-machine est ce qui persiste à faire corps quand on passe dans ou par la machine. Or, pour alimenter l'IA, ce qui persiste à faire corps doit déjà construire un modèle pour l'IA. Donc les vidéos 360 thermiques apportent justement cette traduction. Ces vibrations des profondeurs par le grain, des colorimétries particulières qui vont gorger en quelque sorte l'image. Il y a des déformations, des surreflets, des étirements, des flous, donnant à voir les vibrations colorées qui ont été enregistrées par la caméra. Donc c'est vraiment une prise sur le réel, hein. Il ne s'agit pas de reconnaître quelque chose, mais de le vivre comme des torsions, des plis de matière qui sont issus de l'expérience du corps in situ au moment de filmer, mais qui ne sont révélables que par la machine caméra et les effets thermiques. Donc nous pourrons le produire dans l'IA uniquement parce qu'on l'a créé et expérimenté avant. Alors actuellement, donc, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à travailler sur le modèle qui alimente l'IA, notamment avec d'autres manières de filmer, en particulier en se déplaçant. Et puis ce qui nous intéresse vraiment beaucoup,
pour la suite, c'est que ce qui nous intéresse, c'est ce que la forêt produit elle-même comme énergie vibratoire, qui alimenterait directement, c'est-à-dire l'IA serait directement alimentée par le vivant, in situ, hein, c'est la suite du travail, et notamment avec un travail sonore. Merci beaucoup.